Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous pour ce webinaire autour d'un thème qui me tient profondément à cœur. Jardiner les tensions. Enfin, ça fait déjà quelques années que me tient à cœur, d'où le fait de m'être nommée comme jardinier relationnel. Derrière ce titre, il y a une conviction, hein, pour moi importante, c'est que les tensions dans les organisations ne sont pas forcément des signes de dysfonctionnement, mais plutôt des signaux qu'il se passe quelque chose d'important. Aujourd'hui, je vous propose en fait de porter un autre regard sur ces tensions, donc non pas comme des problèmes à résoudre, mais plutôt comme des opportunités à saisir comme des terrains vivants à cultiver, qui nous tendent les bras et qui pour l'instant sont restés en jachère. Alors, l'idée, ben, c'était justement de vous demander, pour commencer, dans quel état d'esprit vous êtes face aux tensions au travail, c'est-à-dire lorsque des tensions apparaissent dans votre environnement professionnel, vous avez tendance à chercher à les résoudre au plus vite, prendre du recul et observer, éviter de vous en mêler ou essayer de comprendre les personnes en jeu ou même vous sentir démuni ou impuissant, impuissante ou autre chose. Donc c'est un petit sondage anonyme. Il n'y a pas de bonne réponse, bien entendu, mais ça permet de voir la diversité des postures possible. J'arrête le partage si vous avez des indications donc sur la posture que vous privilégiez. Mettez-le dans le chat de ce webinaire. Euh, bon, je vois qu'Eric me propose d'offrir l'apéro, mais ça va être compliqué, Eric, dans le, dans le... Caroline, ah, sympa, sympa que tu sois là, Caroline. Prendre du recul et observer. Ok, très bien. Olivier, prendre du recul et observer. Emmanuel, me remettre en cause. Je vais chercher à résoudre les conflits si ce n'est pas possible de ne pas gérer. OK, pour Perrine. Observer dans un premier temps, prendre du recul et observer. Bon, j'ai l'impression que vous avez tous été observer dans un premier temps, essayer de comprendre. Tout dépend de ce qui est attendu de ma part. Observer puis tenter de résoudre. OK. Observer pour mieux comprendre ce qui se passe. D'accord. Observer pour comprendre l'interaction. Merci Nicolas. Prendre du recul et parfois me sentir très démuni. Viva, je te remercie pour ta réponse. Euh, ok, très bien. Envie de dire explicitement les choses et rapidement, Emma. Ok, très bien. Alors, ok, merci pour vos réponses. Donc, pour vous situer les choses, j'y pensais en préparant ce webinaire. C'est un thème qui me tient à cœur pratiquement depuis que j'ai créé la société, ma société Interaction et Changement. Euh, C'était donc en 1999. Ce qui m'a motivé à créer ma société, bah, ça a été parce que je faisais beaucoup de formations au management à l'époque, et notamment j'intervenais dans le cadre de la ville de Paris. Et à l'occasion des séminaires de management que j'animais, j'entendais tout le temps les managers me parler d'un certain nombre de cas difficiles auxquels ils étaient confrontés dans le fonctionnement de leurs équipes. Et quand ils disaient cas difficiles, c'était pas tellement une situation difficile que des individus en fait difficiles qui avaient tendance à passer de service en service et qui, au bout du compte, finissaient placardisés. On les reléguait à des missions subalternes. Et en fait, vraiment, à cette époque-là, je connaissais déjà l'approche de Palo Alto et j'avais l'intuition qu'avec cette approche de Palo Alto, on pouvait très certainement aborder ces situations
j'ai envie de dire déjà extrême, d'un autre point de vue, si tant est qu'on ait un regard différent à proposer sur la situation. Et le regard différent à proposer sur la situation, eh bien, c'était d'avoir une lecture plus interactionnelle finalement que une lecture, j'ai envie de dire, émotionnelle de ces moments difficiles de coopération dans la banalité d'un fonctionnement quotidien. Et donc, tout est parti de là, finalement, dans mon travail. En fait, oui, c'est ça, parce que j'étais persuadé, euh, j'avais en tête, dans les histoires qui m'étaient racontées par les uns et par les autres, il y a quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille, et que vous devez certainement connaître vous aussi, c'est que parfois, on parle d'une personne avec un regard très négatif, et puis cette personne change de contexte professionnel, et puis on a l'impression qu'elle est métamorphosée. Et donc je me disais, mais c'est quoi la différence si cette personne est, entre guillemets, a des tas de défauts, ben, elle doit pouvoir emmener ses défauts avec elle, quel que soit le contexte professionnel dans lequel elle va. Et ça n'était pas le cas. Et donc la seule chose qui changeait, mais c'était plus du tout le même contexte interactionnel. Et donc la difficulté qui était reliée à un individu, en fait, devait être lue différemment. Et différemment, c'est un peu comme le dit Baptiste Morisseau, quand il parle de, dans son dernier ouvrage, alors je vais dire l'impensé, voilà, il me semble que c'est l'impensé. Et quand il parle de l'impensé, en fait, il parle des interactions, en fait, comme un lieu en jachère. Voilà un peu l'origine, en fait, de ce, de cette pensée. Et donc, bah voilà, c'est un peu, voilà, je poursuis mon sondage. Et si les tensions nous parlaient, à votre avis, les comportements de résistance dans les organisations sont plutôt bons? J'ai un peu donné la réponse avant de vous proposer le sondage, souvent liés à des personnalités rigides, à des signes, sont plutôt des signaux d'un déséquilibre du système, sont plutôt des obstacles à la coopération, sont plutôt des tentatives de logique de protection et des freins à la performance. Je veux bien que vous répondiez dans le, dans le chat, cette fois-ci aussi. Je vais regarder un peu quelles sont vos réponses. Des tentatives logiques de protection, merci Julien, ouais, super. Des signaux d'un déséquilibre du système, Caroline, euh, oui, en tout cas d'un équilibre dysfonctionnel, on va dire, oui Julie, même chose, équilibre dysfonctionnel du système. Alors il faut faire attention parce que ce serait pas dit comme ça du point de vue des personnes concernées, parce que comme le disait Julien, je crois, les personnes cherchent à se protéger avant tout. Alors en fait, ça dépend de qui porte le regard sur le système. Emmanuel, rigidité. Alors, rigidité ou adaptation à un contexte impossible, oui, Viba, tentative logique de protection. Nicolas, logique de protection individuelle. Et oui, du coup, frein à la performance globale. Ben, c'est intéressant de mettre effectivement les deux en lien. Je te remercie, Nicolas. Parce que euh, du point de vue de l'approche de Palo Alto, je vais revenir sur Alors, je vais reprendre, pardon, je vais reprendre le partage. Hop, voilà. Donc, en fait, du point de vue euh, de l'approche de Palo Alto. Pour ceux qui ont suivi la formation avec moi, vous vous souvenez, il y a toute cette théorie de l'apprentissage qui a été euh, partagée par Gregory Bateson. En fait, les tensions défensives sont plutôt vues comme des apprentissages à des contextes
dans lesquels les personnes cherchent à protéger en fait leur intégrité. Et ces attitudes qui sont des attitudes défensives sont, de leur point de vue à elles, la meilleure adaptation possible à un contexte qui parfois peut être impossible parce qu'il offre le choix entre des solutions qui s'excluent l'une et l'autre. Donc, l'hypothèse centrale que je défends et que je défendais aussi dans le travail de ma thèse, c'est de dire que euh, derrière les tensions durables, il y a des apprentissages défensifs. Ce sont des manières de faire qui se sont installées dans le temps, souvent pour de bonnes raisons, mais qui finissent par rigidifier les relations. Et donc ces comportements, bon, qui peuvent être, pour donner des exemples, des silences, des retraits, des oppositions, des rigidifications, d'un point de vue interactionnel, ne sont pas euh, absurdes, mais elles sont logiques dans le contexte dans lequel elles sont, elles se produisent. En fait, ce sont des réponses logiques à des déséquilibres vécus par les individus dans ces contextes. Et donc, je voudrais souligner avec vous un point qui me semble extrêmement important parce que dans le fonctionnement des organisations, on peut faire un lien en fait avec cette notion donc d'apprentissage et la notion qui a été beaucoup travaillée par Argyris et Shawn qui parle d'apprentissage organisationnel. Eh bien, souvent l'apprentissage organisationnel est envisagé sous un angle de positif, j'ai envie de dire, de progrès individuel et collectif. Mais pour moi, il y a toute une part de l'apprentissage organisationnel qui est laissée dans l'ombre. Eh bien, c'est cette part des apprentissages défensifs. Personne dans les organisations s'en occupe. Moi, je veux bien que vous me donniez un coup de main hein, pour que tous ensemble, on aide les organisations à progresser sur la prise en compte des apprentissages défensifs. En fait, pour moi, les apprentissages défensifs sont véritablement des signaux qui sont faits aux gestionnaires, en fait, du fonctionnement des organisations. Euh, on peut les voir comme ça, comme des signaux qui sont faits pour dire, venez, intéressez-vous à la situation, il y a vraiment matière à progresser, il y a là une mine d'or qui n'est pas exploitée, vous qui cherchez à faire évoluer la performance, puis je parlerai tout à l'heure plutôt de robustesse, eh bien, on- c'est moi qui vous, par mon attitude et mon, mon comportement, je vous invite euh, à comprendre que moi j'ai le sentiment d'être pris dans un contexte impossible et que probablement, ben, si on en parlait, probablement qu'on pourrait réassouplir le fonctionnement de l'organisation à laquelle je participe. Voilà un peu quelle est l'hypothèse centrale. Et donc, dans mon parcours, donc là je suis en train de préparer un livre actuellement qui sortira certainement en début janvier 26 à propos de ce jardinage des tensions relationnelles dans les organisations. Et, et c'est très intéressant pour moi de faire ce travail d'écriture parce que j'ai vraiment le sentiment que, que tous ces domaines auxquels je me suis intéressé toutes ces dernières années, comme la permaculture, comme les travaux de Gilles Clément, comme les réflexions philosophiques de Baptiste Morisot, comme la pensée chinoise et tout ce que nous partage Jean-François Billetter, eh bien, viennent s'assembler fort logiquement dans cet ouvrage que je suis en train d'écrire. En fait, c'est presque comme si l'écriture de l'ouvrage
me permettait de découvrir des facettes chez moi, dans mon mode de fonctionnement que j'ai presque privilégié à mon insu, grâce à mon apprentissage de l'approche de Palo Alto, mais qui aujourd'hui se révèle et que je voudrais partager avec vous parce que je pense que c'est des points forts pour aider les organisations à trouver d'autres modes de fonctionnement, à faciliter des transformations, finalement sans forcer, en fait, intervenir sans forcer. Donc, euh, donc en fait, je vais devoir partager avec chacun d'entre vous ce titre de jardinier relationnel que je m'étais donné parce que finalement, je, c'est plus une posture qu'un titre. Et donc, je voudrais apporter un détail, en fait, sur ce qui caractérise la posture du jardinier relationnel. Le jardinier relationnel, face à ces tensions, euh, ben, ne force pas à la croissance. Et par exemple, bon, ne force pas à la croissance. Alors, chez moi, c'est quelque chose qui est ancré très profondément, pour lequel me suis battu pendant des années et pour lequel je continue encore à me battre. Et c'est très intéressant parce que c'est à l'interface avec le fonctionnement des organisations. Pour moi, les organisations sont des systèmes qui sont tirés par la performance et l'efficacité. Mais la performance et l'efficacité ne s'articule pas très bien finalement avec la position du jardinier relationnel, ce qui, entre autres, fait une difficulté aussi à promouvoir cette autre sensibilité d'accompagnement des organisations. Et donc, le jardinier relationnel ne force pas la croissance, c'est-à-dire qu'en fait, il fait de la performance euh, non pas un a priori, mais une conséquence. Et alors, c'est intéressant parce que quand on reprend finalement, l'image du jardinier, c'est la même chose, hein. Enfin, le jardinier, il a à cœur d'avoir des jolis légumes, il n'y a pas de souci, ou des jolis fruits. Mais il y a quand même, enfin, si c'est pas un jardinier industriel, si c'est un jardinier permacole, j'ai envie de dire, ben, il va choyer le sol, il va l'observer, il va essayer de comprendre le milieu dans lequel il va intervenir, il va essayer de repérer les associations des plantes et puis aussi ce qui arrive et qu'il n'avait pas prévu. Parce que dans un monde vivant, il y a toujours une part pour l'inattendu. Et donc voilà, ce travail de jardinier, ben, c'est plus un travail de préparation des sols, plus un travail d'observation, plus un travail euh, d'accueil des saisons du vivant. Et donc c'est plutôt cette position-là que j'adopte et que je vous propose d'adopter dans l'accompagnement des relations au travail. Alors, bon, c'est une posture qui roule pas des mécaniques, hein. C'est une posture plutôt humble, mais c'est une posture exigeante pour chacun. Par exemple, pour tous ceux qui connaissent l'approche de Palo Alto d'ores et déjà, eh bien, vous savez que euh, dans l'approche de Palo Alto, un point important, c'est que on en est dans une approche responsabilisante et que dans cette approche responsabilisante, eh bien, on ne cherche pas à être plus client que le client. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'on ne veut pas plus le changement que les clients euh, que l'on accompagne. Donc voilà, ça c'est aussi une manière d'intervenir sans forcer dans le fonctionnement des organisations. Alors, bah, justement, j'en parlais. Alors, nombre d'entre vous connaissent déjà l'approche, mais la différence qui fait la différence avec l'approche de Palo Alto, ben, c'est que les problèmes ne sont jamais liés à des personnalités, mais les problèmes sont tout le temps des qualités émergentes, des interactions entre les personnes. On pourrait
écrire un livre déjà, rien que là-dessus, sur le problème comme une qualité émergente de l'interaction. C'est fou le nombre de d'ouvertures que cela crée, parce que donc voir les problèmes comme étant une qualité émergente, c'est-à-dire résultant d'une boucle interactionnelle et pas fabriquée par les personnes, ben, ça veut dire que les problèmes sont fabriqués par euh, deux parties finalement qui se répondent involontairement. Personne ne le fait exprès, personne ne vient au travail avec l'intention de faire suer euh, des- ses collègues ou ses collaborateurs, sauf peut-être des fois quand les émotions sont devenues très fortes. Puis une fois, ça m'est arrivé dans un accompagnement entre une directrice et son adjoint, où l'adjointe me disait, avant de commencer le travail, il faut que je vous dise quelque chose, je vais rester 2 ans, rien que pour faire suivre ma chef. Mais bon, tout ça est relativement rare. Donc, donc dans cette approche interactionnelle, s'ancre, pour ceux qui ne la connaissent pas, dans les travaux de Gregory Bateson, de Paul Václavic, et qui ont été popularisés en Europe francophone par Jean-Jacques Vitezal et son épouse de l'époque, Teresa Garcia, malheureusement décédée. Euh, euh, et l'idée clé, ben, c'est que voilà, le problème n'est pas dans la personne, mais entre les personnes. Donc, ce sont des boucles interactionnelles qui s'installent et qui s'auto-renforcent. Et en observant ces boucles, en décrivant ces boucles, eh bien, on retrouve une marge de manœuvre là où on pensait on n'en avait plus. Euh, Moi, je trouve ça tout à fait fascinant d'envisager ces situations de blocage comme résultant d'une boucle interactionnelle. Parce que, et certainement vous l'avez tous et toutes d'ores et déjà vécu, dans des situations qui sont problématiques, souvent il y a une partie qui souhaite le changement et l'autre qui est plutôt résistante à ce changement. Voir la situation d'un point de vue interactionnel, c'est s'ouvrir des nouvelles marges de manœuvre parce que euh, quand la partie résistante ne veut pas changer, ça sert à rien de tenter de la mobiliser davantage. Ça ne fera que augmenter en fait la crispation, augmenter le blocage de la situation. Donc, en fait, il va falloir euh, renouveler son regard sur la situation. Je vais vous donner deux, trois clés ensuite pour justement aborder ces situations de non-changement d'un autre point de vue à partir d'une lecture plus interactionnelle. Alors, je vous avais parlé donc pour donner un exemple de terrain, justement, au début d'interaction et changement, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'était toutes ces personnes qui étaient placardisées et je voudrais partager avec vous un exemple de terrain. Je l'ai appelé Sylvie la placardisée, finalement devenue une ressource. Euh, donc, la situation est la suivante. Dans une direction régionale d'un grand groupe, il y avait on m'avait appelé parce qu'il y avait des dysfonctionnements dans une équipe. Et il y avait cette personne, Sylvie, qui avait été mise à l'écart et j'avais pas eu la possibilité de la rencontrer à l'occasion du diagnostic interactionnel que j'avais réalisé. Mais dans les entretiens que j'avais au cours de ce diagnostic interactionnel que j'avais réalisé, euh, plusieurs personnes m'avaient parlé de cette fameuse Sylvie qui avait été mise à l'écart parce que, bon, à l'écart, on avait mis son bureau au fond d'un couloir au troisième étage et c'était devenu un peu le symbole de sa mise au placard. Alors, certains me disaient que voilà, c'était une personne qui s'occupait de missions transverses, un peu, bon, voilà, quand on ne sait plus quoi donner comme travail aux personnes, on leur dit qu'elles vont s'occuper de missions transverses. Mais personne ne faisait appel à elle. Or, dans les entretiens que j'avais
menée, euh, plusieurs personnes m'avaient dit que ce serait important que je la voie, parce que c'était une personne qui portait un peu l'histoire du service et que peut-être elle pourrait me donner un éclairage complémentaire intéressant. Et donc je m'étais laissé faire pour la rencontrer, puisque plusieurs personnes m'en avaient parlé. Et en fait, à partir de ma position non normative et non pathologisante, qui est propre à l'approche de Palo Alto, eh bien, j'avais ouvert complètement les canaux de mon écoute. Et, et comme j'avais conduit déjà pas mal d'entretiens, en fait, je trouvais que les propos qu'elle tenait donnaient des éclairages, bien sûr, très intéressants et très fins par rapport à la situation. Et donc, si vous voulez, quand euh, je me suis lancé dans l'accompagnement de cette situation, moi, j'ai proposé que cette femme intègre plutôt, pardon, les groupes de travail que l'on avait créé dans cette circonstance. Et c'est là que finalement, ben, cette écoute renouvelée, cette écoute transformée, en fait, à son égard, a permis ben, de profiter de quelques pépites pour comprendre le fonctionnement de l'organisation. Et c'est ce qui a fait toute la différence dans cet accompagnement. Donc, si vous voulez, si je devais, euh, ou plutôt, quand je regarde ma pratique euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui la caractérise, cette pratique? Je, pour l'instant, j'ai envie de dire, bien, ce qui la caractérise, c'est que je vais jouer sur trois grands axes d'intervention. Le premier grand axe d'intervention, ben, c'est de donner des tâches paradoxales qui sont souvent en lien avec ce qu'on appelle les tentatives de solution ou les tentatives de régulation du point de vue de l'approche de Palo Alto, c'est-à-dire ce que font les personnes pour essayer de résoudre les problèmes et qui ne font que les accentuer à leur insu. La métacommunication, ça, c'est un point dont je parle beaucoup dans ma thèse. Carole, tu peux remettre peut-être le lien vers ma thèse pour ceux qui ne la connaissent pas encore dans la conversation. Et puis, l'inflexion relationnelle, c'est-à-dire changer quelque chose chez nous-mêmes qui sommes confrontés à des situations difficiles, qui soit susceptible de faire une petite différence, qui fasse une différence. Donc, pour être plus précis, la tâche paradoxale, en fait, consiste, on pourrait dire ça essentiellement, à proposer de renforcer provisoirement ce qui pose problème pour mieux en comprendre la logique. Voilà, pour le proposer élégamment, bah, vous pouvez proposer de renforcer ce qui pose problème, renforcer des critiques, renforcer un comportement difficile pour mieux en comprendre la logique. Et bon, voilà, c'est pas facile de reproduire un comportement difficile sous injonction. Donc, ça devrait pouvoir produire un début de changement. Le deuxième point, c'est la métacommunication, c'est-à-dire oser parler de la relation, de ce qui se joue dans l'interaction, mais dans des contextes qui se sont rigidifiés, c'est pas facile. Il y a une espèce d'autocensure qui joue et on a du mal à communiquer à propos de ce qui va pas. Euh, euh, Néanmoins, euh, moi je pense que, enfin, j'observe en tout cas, que dans un certain nombre d'accompagnements que je réalise, eh bien, j'aide les personnes confrontées à des situations de double contrainte. Alors, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais
vous l'avez deviné, bon nombre d'entre vous, ces attitudes défensives sont souvent liées à des contextes qui sont vécus comme étant des contextes de double contrainte, dans lesquels, quoi qu'on fasse, on est foutu, quoi, j'ai envie de dire. Quoi qu'on fasse, on sera dans l'erreur, on est pris dans un lien de survie au contexte, et en plus, on a l'impossibilité de métacommuniquer pour s'ajuster, parce que on a l'impression que si on dit, excusez-moi, je comprends pas, j'ai l'impression que vous voulez une chose et son contraire, donc il faudrait savoir ce que vous voulez, ce qui serait une très mauvaise manière de terminer la conversation. Et c'est sûr que ça rend plus difficile la métacommunication. On va se faire trucider au passage en disant, bah voilà, c'est vraiment la signature, qu'on comprend rien et qu'on est un mauvais élément. Non, je crois que il y a quand même une voie. Alors, et puis, il y en a beaucoup aujourd'hui au webinaire, hein, des intervenants, des coachs et dans les organisations. Je pense que dans notre métier de consultant, d'intervenant, de coach et peut-être aussi de formateur, bien entendu, on a une responsabilité de métacommunication par rapport au contexte dans lesquels on intervient. Quand je fais un diagnostic interactionnel et que je restitue ce diagnostic interactionnel, eh bien moi je vis toujours ce moment de restitution comme étant un moment de métacommunication. Alors, c'est vrai, c'est délicat, c'est et et comme c'est délicat, eh bien, il faut au maximum prendre soin de la relation, de l'aspect relationnel dans l'interaction quand on va faire un travail de métacommunication. C'est-à-dire que on va devoir, à ce moment-là, par exemple, je suis un grand fan des précautions oratoires. Bon nombre d'entre vous me disent, bon, moi j'ai noté les petites phrases que tu dis pendant la formation parce que ça va nourrir un peu mon calepin pour trouver de l'inspiration pour faire des efforts de précaution oratoire pour amener une métacommunication. Donc, prendre soin de la relation, c'est par exemple dire je suis embarrassé parce que ce que je vais vous dire risque de crisper la relation entre nous et je vous prie de bien vouloir m'en excuser à l'avance. Ça peut être aussi de dire je vais vous dire quelque chose avec lequel vous n'allez pas être d'accord. Et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Bon, voilà, il y a tout un ensemble d'éléments de communication qui vont être de métacommunication qui vont permettre de dire un certain nombre de choses difficiles, parce que moi je pense qu'on peut raisonnablement dire des choses difficiles, même dans un contexte relationnel difficile, et qui vont permettre un premier assouplissement de l'interaction. Et puis, les inflexions sont des gestes minuscules. Les inflexions relationnelles sont des gestes minuscules qui changent la trajectoire. Ça peut être une parole ou j'ai envie de dire une reformulation. Je suis épaté de voir comment, dans tous ces accompagnements, ces moments de reformulation, pas la reformulation perroquet, bien entendu, mais cette reformulation sensible où je partage, où j'en suis de ma compréhension du problème que les personnes m'exposent, comment ça a un effet euh, efficient vis-à-vis de la situation, j'allais dire thérapeutique. C'est un peu effectivement le cas, ou en tout cas, ça met du baume au cœur, ça fait avancer. Je vois les personnes qui avancent, en fait. C'est comme si ce travail de reformulation, en fait, permettait à la personne qui m'en a parlé, finalement, d'envisager son problème sous un angle nouveau, alors que je n'ai fait que joindre sa position. C'est comme si ma parole, en fait, lui permettait de mieux en entendre la façon dont elle avait euh, posé le problème jusqu'à présent. Donc ça, pour moi, c'est un geste minuscule qui est de nature à changer la trajectoire. Mais ça peut être un silence, ou ça peut être les gens se plaignent comme ça, vous disent ce qu'elles ont fait, et puis à la fin, vous rajoutez et, euh, et quelle efficacité ça a eu. Ben voilà, ils n'ont jamais pensé que ce qu'ils tentaient de faire
ne faisait qu'entretenir la difficulté ou voire de l'accentuer ou que ça avait aucune efficacité et que peut-être il serait temps de passer à autre chose. Donc, moi je trouve ça assez fascinant finalement dans ce travail de jardinier. Comment des toutes petites choses, des tout petits gestes, tout, comme ça, comme si alors on décelait les briques d'un mur d'une position rigidifiée, tout d'un coup, vont réassouplir la réalité. Donc, ben, finalement, aujourd'hui, euh, cette dimension de jardinier relationnel prend corps, j'ai envie de dire. Euh, Et, euh, et dans l'ouvrage que je suis en train de préparer, eh bien, il y aura une troisième partie qui sera une partie un peu plus philosophique, j'ai envie de dire, dans lequel j'essaye de rassembler, de faire un peu la synthèse de tous ces éléments d'expérience pour pouvoir les mettre en perspective. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai été très inspiré dans mon travail depuis des années par Gilles Clément, qui est notre grand jardinier national. Je l'avais cité en exergue de ma thèse parce qu'il disait que dans la nature, tout était communication, un silence, la stridulation d'un orthoptère, etc., etc. Et donc je me disais, bah oui, en fait, nous on dit du point de vue de l'approche de Palo Alto que tout comportement a valeur de message, et on dit aussi que rien, c'est déjà quelque chose du point de vue de l'approche de Palo Alto. Et donc quand on considère, je pense, les choses sous l'angle interactionnel, sous l'angle du vivant, comme on ne peut pas ne pas décoder, ben, on ne peut pas ne pas influencer, eh bien, on a comme ça des centaines euh, de milliers d'interactions à prendre en compte, en tout cas qui vont participer en fait de la difficulté des situations et pour lequel il va falloir être attentif et sensible pour pouvoir faciliter un déblocage de cette, euh, de cette situation. Et c'est intéressant parce que dans les travaux de Gilles Clément, il a écrit un manifeste du tiers paysage. Cet aspect-là a beaucoup influencé mon travail tout au long de ces années. Moi, j'étais très sensible à cette notion de délaissé du paysage, donc de tiers paysage. euh, euh, Parce que Clément dit, c'est dans les délaissés du paysage, c'est dans le, le tiers-lieu, le tiers-paysage, les friches, les talus trop abrupts, que va se réfugier la biodiversité. Et j'ai toujours pensé que bah, justement les apprentissages défensifs, c'était les tiers-lieux du fonctionnement des organisations, c'est les friches où la biodiversité se réfugie et se génère. Pour moi, c'est certainement là que le futur des organisations, du fonctionnement des organisations s'invente. Euh, et donc on peut considérer que finalement dans les organisations, il y a des friches relationnelles, des zones délaissées, non reconnues, mais pleines de potentiel. Voilà, c'est un peu ça le, le- le rôle du jardinier relationnel. Eh bien, c'est pas de chercher à tout organiser, mais c'est de créer des conditions pour quelque chose, que quelque chose de vivant puisse émerger. Donc voilà, pour conclure, il s'agit d'accompagner sans forcer, d'écouter sans étiqueter, de semer sans imposer pour voir les choses pousser élégamment. Donc c'est pas une méthode de plus, c'est pas une boîte à outils en fait l'approche de Palo Alto, c'est plus une sensibilité en fait à épanouir dans nos pratiques de manager, de coach, de consultant, de formateur. C'est un regard, une posture, une manière d'habiter les liens avec lesquels on est aux prises. C'est une manière de prendre soin de ceux qui résistent, d'accueillir ceux qui ne coopèrent pas, se rappeler parfois ce qui semble stérile
est en fait, que ce qui semble stérile est en fait un terrain en jachère. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Juste pour terminer, ah oui, il y avait un petit sondage, et puis je répondrai à vos questions. Voilà, il reste 10 minutes pour répondre à toutes vos questions. Je vous ai mis des mots dans le chat, mais j'ai pas, je regarde pas les deux en même temps. Euh, donc, quelle piste allez-vous explorer en priorité après ce webinaire? Mieux explorer les boucles interactionnelles, métacommuniquer en prenant soin de la relation, lire les tensions comme des opportunités plutôt que des contraintes, cultiver une posture de jardinier relationnel et partager ses idées avec mon équipe, sachant que si vous voulez partager ces idées avec vos équipes et que vous êtes manager, nous, on peut venir vous faire un travail de sensibilisation aussi avec Simon. On a un super atelier sur 3 heures avec des dessins extrêmement dynamiques. Bon, je vais vous proposer de réouvrir vos micros. Et puis, pardon, aussi, n'oubliez pas, hein, il y a les formations, on a encore de la place en septembre, en novembre pour tous les anciens qui sont là et qui m'ont toujours dit qu'ils allaient faire le niveau 2 mais qui ne l'ont pas fait encore jusqu'à présent, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y en a, alors il y a Emmanuel là, qui l'a fait une première fois, qui l'a fait une deuxième fois. Je ne sais pas si Véronique est là aujourd'hui, elle a déjà fait 2 fois le niveau 2. Bon, il y a moyen de s'éclater pendant longtemps. On vous attend avec plaisir. Allez, je viens vous retrouver parce que là, je me sens un tout petit peu seul parce que j'ai pas de retour micro. J'arrête le partage. Je vais revoir vos visages. Et il y a Julien qui veut prendre la parole. Mon cher Julien, je t'en prie, vas-y. Oui, merci beaucoup Olivier pour ce temps qui est chouette, qui restructure, qui simplifie, qui organise un petit peu les angles de l'approche. Et je voulais partager avec toi quelque chose qui a fait tilt par rapport aux références d'auteurs et d'intervenants qui traitent du jardinier relationnel et notamment pour tout ce qui traite de la performance. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Ah oui, Olivier Armand. Nicolas Amand, Olivier Amand, voilà, Olivier Olivier Armand. Amand. Olivier ou Donc, et Olivier, je ouais, crois. Olivier, je crois que tu as raison. Olivier Armand. Olivier Amand, et qui aborde les organisations plutôt sous l'angle de la robustesse que sur la performance. Il met quantité de paradoxes en évidence et qui s'appuie sur le vivant pour étayer ses propos. Je trouve ça hyper inspirant. Et puis, pour ceux que ça intéresse, celles et ceux que ça intéresse, il a écrit un ouvrage qui s'appelle La troisième voie du vivant. Et également, il a fait une masterclass, alors qui est longue en fait, c'est un cours, hein, quasiment un cours d'université qui dure à peu près 10 heures sur un MOOC et qui se situe sur le site Sator, Sator. Et c'est un vrai plaisir de l'écouter, tout paraît fluide et ça remet l'église au milieu du village. Ouais, ouais, merci Julien pour ton propos complémentaire. Moi, je connaissais pas les travaux d'Olivier Armand. Je les ai découverts que il y a quelques mois, en fait. À l'occasion d'un voyage en voiture, j'ai écouté un podcast en partant et je me suis dit, mais c'est incroyable, on travaille vraiment dans la même direction. Et j'adore ce mot de robustesse, en fait. Euh, il oppose l'idée de la robustesse dans le monde qui vient, hein, pour le fonctionnement des organisations, à celui de la performance. Il explique que ben, les organisations qui sont dans la performance à tout craindre vont devenir fragiles dans un monde de rareté, en fait. Et que maintenant, la vertu a travaillé, parce qu'il a observé le vivant, en fait. Il a regardé comment le vivant faisait justement pour traverser les millénaires. Et les éléments les plus importants sont des éléments de robustesse. Et donc, moi, je suis preneur des références. Je pense que tout le monde est preneur des références, Julien. N'hésite pas à mettre ce que tu nous disais dans la conversation de, de notre webinaire. Une Oui, autre... bien sûr. Et Merci. juste pour rebondir là-dessus, il y a un truc assez incroyable et qui est en lien, je trouve, avec Palo Alto, c'est que il exprime l'idée, alors que finalement, il faut, si on veut survivre de façon durable,
quelle que soit l'échelle, la situation. Il faut pas être adapté, il faut être adaptable. Et en l'occurrence, les organisations ont tendance à vouloir faire de nous, chacun d'entre nous, des gens adaptés à l'organisation. Et, et ce type de... Voilà. Et des paradoxes comme ça, il y en a des quantités, c'est hyper riche. Je vais mettre ça dans le chat. Merci, Julien. Une autre question ou une autre remarque? Alors, je vous vois pas. Je ne sais pas si quelqu'un qui veut prendre la parole. Je regarde dans le chat. Moi, je veux bien. Alors, c'est qui? Pardon. C'est Emmanuel. Ah, Emma. Ouais, vas-y, vas-y. Bonjour à tous. Par rapport à ce que tu dis, tu as dit qu'il fallait pas être plus client que le client, mais quand ça te concerne directement, ben, en fait, tu es un peu client quand même. Si ça concerne directement un collaborateur, et je suis en plein dedans, et je vais faire ce que tu as dit, c'est-à-dire je vais oser parler de la relation. Ce matin, j'ai noté ce qui me gênait. Je vais commencer par ça, mais je veux pas être plus cliente que le client, sauf que c'est moi-même la cliente. Oui, mais si c'est toi-même ta cliente, ma chère Emmanuelle, tu sais bien qu'il faut que tu fasses l'inventaire de tes tentatives de solutions qui n'ont pas fonctionné et que donc là, ça reboucle. Voilà, un peu sur les trois grands Mm. axes vers lesquels tu peux aller. Un effort de métacommunication. Tu peux décrire ce que tu essayes de faire dans la boucle, quelle influence ça a, quelle est la réponse que toi tu décodes et comment tu as tendance à réagir. Et ça, c'est ce que j'appelle la métacommunication, c'est-à-dire si moi je suis client et que j'arrive pas à obtenir du changement, je peux communiquer sur ma compréhension de mes efforts inutiles dans la situation et le fait que je vais tout faire pour arrêter d'alimenter une évolution de la situation qui n'intervient pas. Ça, c'est déjà D'accord. un changement, tu vois. Mais du coup, avant de parler de la relation, il faut déjà que j'ai fait tout ce travail-là. C'est trop tôt de parler de la relation. Non, je pense que tu as plusieurs possibilités D'accord. à ta disposition et puis tu vas vois ce avec quoi tu te sens le mieux. Si tu parles de la relation en disant c'est l'autre qui déconne, ça marchera pas, ça c'est sûr. Si- Non, mais non, ce que je voulais dire, c'est dire ce que j'ai observé qui me dérange. En prenant la phrase que tu as dit, je suis embarrassée car ce que je Oui, vais dire, oui, très bien. voilà. Ok, Voilà. Voilà. ok, ok, j'ai compris. Tu dois rajouter, mais j'imagine que si vous réagissez comme ça, c'est que vous êtes bonne raison de réagir comme ça. Ça m'échappe, éclairez-moi. Merci. Je t'en prie, Emmanuel. Un autre, un autre, une autre question, un autre témoignage? Je vous vois pas, en fait. Je vais peut-être me mettre en Ça, clé. Olivier, c'était juste pour dire merci. Ça rappelle, merci pour tes rappels. Ça redonne en fait, comment dire, ça ravive l'essentiel en fait. Super, Vima. OK? Ça donne du mouvement. Ça va, ça va. Bon, de toute façon, je l'ai pas dit jusqu'à présent, mais alors c'est sympa parce qu'il y a, je vois qu'il y a Paul, je découvre qu'il était... Salut Paul. Avec Paul, on s'est toujours un petit peu écharpé sur la question de l'objectif. Voilà, ça c'est notre grand sujet à tous les deux. Mais, pardon. Mais euh, je pense que euh, ce que je voulais vous dire, en fait, enfin, mais ne vous intéressez pas trop vite à l'approche de Palo Alto pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, euh, parce que, parce que vous mettez le doigt dans dans un engrenage dont vous n'arriverez pas à vous défaire. On devient très passionné pour l'approche, parce que pour moi, c'est vraiment un changement total de paradigme. Et on ne change pas de paradigme comme ça du jour au lendemain. J'ai envie de dire, tout ça prend du temps. Vous voyez, Emmanuelle, elle s'est formée, elle a fait le niveau 2 de la formation, etc., etc. Et elle trouve encore
des ajustements. Et quand je fais un webinaire, Julien disait, bah, tiens, moi, ça me remet un peu les choses en perspective, etc. Et Julien aussi s'est formé, a fait les deux niveaux de la formation. Donc j'ai l'impression qu'à chaque... Et moi, je vous disais la même chose tout à l'heure, je suis en train d'écrire le livre, et tout d'un coup, je sens qu'il y a des choses qui se placent encore au travers de l'écriture du livre, dans cette posture interactionnelle. Alors, on fait, voilà, vous vous formez, vous connaissez le modèle, et puis après, c'est parti. Après, c'est une œuvre que vous mettez sur un métier et que vous allez travailler par petites touches pendant des années et des années parce que votre acuité s'affine, parce que votre sensibilité évolue, parce que vous êtes de plus en plus fin, de plus en plus stratégique. Et voilà, et donc vous raffinez en fait votre manière de jardiner les relations humaines à ce moment-là. Donc c'est un peu ça que je voudrais souligner. Est-ce qu'il y a une dernière remarque ou une dernière question? Odile, qu'est-ce que tu en penses? S'il te plaît, est-ce que tu pourrais... T'as ton micro coupé, alors on n'entend pas ce que tu dis. Mais ensemble, ça fait des années qu'on jardine. Oui, et moi, tu sais que je suis pas du tout. Enfin, là où moi, je décroche avec mes. C'est de me dire que l'humain est tellement fou et a tellement du brise qu'il y a longtemps qu'il se prend. Que les solutions écologiques ne nous conviennent pas, on est trop fous. Enfin, voilà, mais ça, tu connais, c'est notre sujet à tous les deux. Mais bon, Je moi, je sais, suis plus. je sais. Après, moi, pour faire des formations de manager en tant qu'avocate chez mes clients, bah, tout ça, c'est. Du coup, je suis très, très brillante maintenant grâce à toi. Mais voilà, je... C'est sympa. Ok, allez, je vous remercie tous et j'étais très heureux que vous soyez là et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas hein, la sortie du bouquin, Ah ouais, on l'attend. ça va venir, ça va venir. Pour lire la thèse surtout. Oui, oui, il y a la thèse déjà. Ah oui, c'est très important. La métacommunication. Méta, 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 Méta. méta. Allez, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Pro- Olivier. À pro- bientôt. Protégez-vous bien du soleil hein, quand même. Et dans ce monde de fous. Voilà. Merci, à très bientôt. Bye, salut. Bye bye à tous.